Bonjour, jeu de rôle aujourd'hui, enfin compte rendu de partie de jeu de rôle plus précisément, puisque je vais enregistrer donc sur le même modèle que j'avais employé pour l'appel de Cthulhu, cette fois la 30e séance de ma chronique d'Imperium, donc qui porte sur la maison Ptolémée. Vous trouverez sur le blog plusieurs éléments concernant la dite maison Ptolémée et les comptes rendus des 29 séances précédentes bien évidemment. Alors, pour cette 30e séance, le joueur incarnant le Dr. Sugh Vat-Iles était absent. Étaient donc présents les joueurs incarnant Ipuwer, le jeune Siridar baron de la maison Ptolémée, sa sœur aînée et principale conseillère Német, et l'assassin, maître sous couverture de troubadour, Bermil. Chapitre 1. Que veulent nos ennemis? Német se trouve sur la lune de Képri et sort tout juste de son entretien avec le représentant de la guilde spatiale, Iapetus Baris. Bermil l'avait accompagné. Német est furieuse et ne digère pas l'arrogance du navigateur qui a clairement affiché sa responsabilité dans la catastrophe naturelle qui vient de frapper Gebnut IV, traitant en outre les Ptolémées comme des moins que rien. Mais elle est aussi épuisée. Les événements se sont précipités et elle n'a presque pas dormi durant ces 2 derniers jours très tendus, qui l'ont vu en outre voyager sans cesse de Cair el-Molouk à Darius, puis de Darius à Héliopolis, enfin de Héliopolis à Képri. Si Bermil encaisse encore assez bien le choc et compte mettre à profit les heures qui viennent pour tâter les services de renseignement sur la Lune, Német, elle, a besoin de repos. Elle se retire donc dans les quartiers réservés aux Ptolémées sur le marché franc de Képri pour se reposer enfin. Elle le mérite bien. Toutefois, avant de dormir, Német considère qu'il est bien temps de mettre à nouveau son don de prescience à l'épreuve en usant une nouvelle fois du tarot de Golam. Elle dispose les cartes sur son lit devant elle et se concentre sur cette question: que veulent nos ennemis? La première carte est la senestre. Elle est généralement considérée comme défavorable. Elle représente des problèmes qui pourraient survenir, des obstacles qu'il faudra surmonter, ou des circonstances contre lesquelles il faudra se prémunir. Il s'agit de la dague. Cette lame représente l'attaque ou la possibilité de porter un coup décisif à un adversaire. La deuxième carte est la haute. Elle représente la principale voie qu'empruntera le futur, ou la principale force motrice de la destinée, celle dont viendra l'action décisive. Il s'agit de l'univers. Cette carte assez abstraite représente les mystères situés au-delà de la compréhension humaine, mais elle peut aussi symboliser le grand échiquier cosmique, le futur le plus lointain ou le passé le plus reculé, voire tout cela à la fois. La troisième carte est la dextre, qui est considérée comme favorable. Elle représente des actions qu'il faudra accomplir, des avantages dont il faudra tirer parti, les moyens à utiliser ou une assistance dont il faut s'assurer au préalable. En l'espèce, il s'agit du courage. Cette lame représente la bravoure, la volonté et la maîtrise dans l'action, mais peut aussi symboliser le danger, le conflit ou la prise de risque. Cependant, c'est peu probable puisqu'elle a donc été tirée en dextre. Enfin, la quatrième carte est la basse. Elle peut désigner une voie secrète ou latente, un ennemi caché, ou encore la voie qu'empruntera la destinée si la voie principale, reflétée par la lame haute, se trouve contrecarrée ou compromise. Német tire l'empereur. Cette larme est le plus souvent associée au pouvoir impérial, mais elle peut aussi représenter la notion plus large de souveraineté et de pouvoir. Reste à interpréter tout cela. Il faudra que Német y consacre du temps afin d'en dégager des informations véritablement utiles. Mais instinctivement, elle essaye d'ores et déjà d'y comprendre quelque chose. L'univers laisse supposer un enjeu immense, dépassant largement Gebnut IV et les Ptolémées, ce qui correspond à ce que la révérende mère Thaestra Katharina Angelion avait dit à Német. Mais elle a du mal à établir un lien concrètement avec la question posée. La senestre laisse entendre un sale coup, mais le tirage, ce n'est pas seulement les cartes qui sont tirées, c'est aussi celles qui ne le sont pas. Or, la dague n'est pas le masque. Német avait d'abord envisagé un coup fourré, en douce, mais la carte semble en fait désigner quelque chose de plus brutal, et peut-être aussi massif, qui serait à craindre sous peu. La dextre conforte Német dans l'idée que si les Ptolémées veulent avoir la moindre chance de s'en sortir, il leur faudra prendre des risques conséquents. Le courage semble assurer que cette option sera payante, mais sans encourager à la précipitation pour autant, loin de là en fait. Ceci étant, Német vient tout juste de menacer Iapetus Baris de lui porter un coup fatal en faisant sauter peu ou prou Gebnut IV, et elle ne peut s'empêcher d'y repenser. Reste la basse. L'empereur lui évoque forcément au premier chef la maison Corrino. Peut-on l'envisager comme un véritable contre-pouvoir face à la guilde? Német suppose en tout cas que l'empereur représente un antagoniste de choix face à la toute-puissance des navigateurs, qu'il s'agisse de l'empereur lui-même ou plus abstraitement de l'idée même de pouvoir ou de souveraineté. Mais comme dans le précédent tirage, cela ramène en fait aussi Német à ses ambitions plus ou moins frustrées. Elle se voit comme le véritable pouvoir au sein des Ptolémées. Que faire alors?
tenter le coup de bluff auprès de la guilde concernant le sort de Gamenoot 4, tirer son épingle du jeu en jouant les informateurs auprès de la maison Corino, et, dans l'immédiat, dormir. Nemeth s'écroule sur son lit et sombre comme une masse. Chapitre 2. Peuple de Gamenoot. Ipuwer a pu dormir au palais de Caer el Moulouk. Comme chaque matin, il se consacre tout d'abord à son entraînement d'escrime avec son maître d'armes Ludwig Curtius. Il avait convié Anne Lisehan à se joindre à eux, mais la jeune de l'Ambre, encore traumatisée par les événements récents, a, sans surprise, décliné l'invitation. L'adrénaline et la haine submergent toujours Ipuwer qui brille dans ses assauts, au point en fait où Ludwig Curtius est plus que malmené. Après quoi, le Siridar Baron fait un détour pour jeter un œil à sa piscine adorée. En dépit du beau temps, au lendemain de la tempête, elle est dans un triste état. Le vent a entraîné quantité de branches et de feuilles, tandis que les pluies diluviennes l'ont fait déborder. L'eau est sale et peu engageante, le pourtour de la piscine peu ou prou impraticable. Sans doute pourra-t-on y remédier assez vite, mais, en l'état, cela ne contribue guère à la bonne humeur d'Ipuwer. Or, Ipuwer a quelque chose de bien autrement pressant à faire et qui l'agace au plus haut point. En tant que dirigeant de Gamenoot 4, il est de son devoir d'octroyer à ses sujets une allocution revenant sur la catastrophe qui a affecté la planète la veille. Un exercice que le jeune Siridar Baron déteste. Il se sait guère charismatique et fort peu habile avec les mots. Certes, il a confié la tâche de la rédaction du discours à des individus autrement compétents que lui-même, à Bali Sabah Setanisi en tête, mais il en va tout de même falloir le prononcer. En direct, impensable. Tous ses conseillers sont formels, au risque de brusquer un peu Ipuwer, mais en fait il est d'emblée d'accord avec eux sur ce point, aussi ne le prend-il pas mal. Il va donc enregistrer l'allocution en studio pour lui assurer un minimum d'efficacité, et elle sera ensuite radiodiffusée vers le déjeuner. Un discours sobre, digne, bref, pas trop agressif ni allusif. Il s'en tient en tout cas à l'idée de qualifier les événements comme une catastrophe naturelle. Voici en substance ce qu'il dit, ce qui, en dépit d'une bonne préparation mentale, Ipuwer fait preuve de discipline et fait le vide avant de s'atteler à la tâche, nécessite tout de même plusieurs prises, quelques conseils bien placés et un montage attentionné. Je précise que le discours a été rédigé par le joueur incarnant Ipuwer. Peuple de Gamenoot 4. C'est une guerre sans front, une bataille contre un ennemi volatile et capricieux qui nous a été donné de subir en ce triste jour de l'an 9967 après la Guilde. Notre planète a été touchée par une catastrophe naturelle sans précédent dans toute notre histoire. Caer el Moulouk et les îles Salia sont endeuillées après le passage de l'ouragan Tethmis. Tant de vies littéralement englouties sont une perte immense pour notre planète. Sachez que notre cœur est avec vous en ces moments difficiles. C'est un devoir immense pour notre maison, mais nous vous l'assurons, les corps des disparus seront retrouvés et tous seront honorés comme il se doit lors de la prochaine fête d'Osiris. Nous avons d'ores et déjà commencé à employer toutes les ressources nécessaires à la recherche des survivants et aux premiers secours dans les zones sinistrées. Nous appelons aussi tous nos sujets qui auraient le désir et les moyens d'aider à cette tâche difficile à nous prêter main forte. Chacun peut, la maison Ptolémée doit. Tel est le grand honneur que vous nous avez confié depuis des millénaires. Des villages entiers, des quartiers de Caer el Moulouk furent réduits en quelques minutes à l'état de décombre. Nous réquisitionnons dès à présent tous les moyens disponibles pour offrir un asile à ceux qui ont perdu leur foyer. Le contrôle climatique dont Gamenoot 4 est doté a connu une grave défaillance. Nulle machine n'est infaillible. Malgré le respect des préceptes butlériens et l'excellence dont, de temps immémorial, a toujours fait preuve ce système, cette catastrophe a pu se produire. Nous renforcerons notre vigilance en collaboration avec nos alliés, et, à l'avenir, nous mettrons sur pied un plan de protection des populations contre les catastrophes naturelles. Vous protéger est notre mission, et nous ne faillirons pas. Pas fâché de sa prestation, et son entourage à Bali Sabah Setanisi au premier chef en est tout aussi content, ça s'est bien passé, mieux que ce qu'il craignait sans doute, même s'il ne le dit pas, Ipuwer s'attelle à un autre dossier. Il est bien temps de compulser par le menu les rapports établis par le docteur Sukvat Hiles concernant son expédition dans le désert de sable du continent interdit, à proximité de la tempête. Mais c'est un peu obscur à ses yeux. Le rapport adopte un ton scientifique et pointu. Il comprend le plus souvent les grandes lignes, par exemple la présence d'insectes fouisseurs. La faune l'intéresse tout particulièrement. En fait, il semblait guetter la description d'un gibier inédit, mais le docteur Suk n'en fait hélas pas état. Mais c'est bien trop abstrait pour qu'il puisse en tirer des conséquences, du moins pas sans prendre le temps d'une étude véritablement approfondie à mûrir en recourant à d'autres documents. Chapitre 3. Allées et venues. Bermil, sur la lune de Képri, laisse Nemeth se reposer et part en quête d'informations auprès des agents de ses services sur le marché franc. Ils sont rares et triés sur le volet. Il faut au moins ça dans cet environnement où la guilde est toute puissante, même si leur loyauté est éventuellement aussi problématique que sur Gamenoot 4.
Le maître assassin use des protocoles mis en place et régulièrement renouvelés, et entre en contact en personne avec un certain Amélie, un individu massif et compétent qui travaille parmi les dockers en tant que contremaître. Amélie a-t-il eu vent de nouvelles cargaisons suspectes, comme celle dont Ren Cassoris leur avait parlé? Ils y ont fait tout particulièrement attention depuis, mais ça n'a pas forcément donné grand-chose. Rien d'aussi gros que ce qui leur avait mis la puce à l'oreille en tout cas. Mais peut-être des choses s'inscrivant dans la durée, des cargaisons difficiles à tracer, un carton par-ci, un carton par-là, qui n'arrivent jamais à Héliopolis. Impossible d'en dire beaucoup plus sur le contenu, mais divers indices laissent supposer qu'il s'agit de technologies de pointe, des produits à très haute valeur ajoutée. Rien de vivant? Non. Du plastique, du métal, mais bien plus que cela en vérité. Où disparaissent ces caisses? Prennent-elles de suite la destination du continent interdit? Probablement pas, mais c'est difficile à déterminer. Amélie suppose, mais il ne dispose pas d'éléments très concrets, que ces marchandises empruntent tout un réseau de prête-noms à diverses escales pour semer toujours un peu plus ceux qui tenteraient de les suivre. Bermil interroge ensuite Amélie sur les allées et venues des gens de la guilde. A-t-il remarqué des éléments notables? L'arrivée de troupes ou celle de dignitaires non prévus? Pas de troupes, non, ni sur Képri, ni bien sûr sur Gamenoot 4. Bermil en aurait été aussitôt averti. Mais il y avait par contre une rumeur, ou plus qu'une rumeur en fait, la certitude que deux émissaires de la guilde sont arrivés il y a quelque temps de cela sur la Lune. Il n'a pas été possible de déterminer leur identité, mais ils se sont longuement entretenus avec Iapetus Barris. Mais tout cela est assez flou. Sont-ils toujours là? Sont-ils déjà repartis? Amélie n'en sait rien. C'est que la guilde verrouille tout et... Il semble réfléchir un instant, mais n'en dit pas plus. Bermil le presse de poursuivre. Il a visiblement quelque chose à lui dire. Toute information est bonne à prendre. Le contremaître répond qu'il ne s'agit que d'hypothèses de sa part, pas de faits objectifs. Bermil l'engage cependant à lui en faire part. Amélie explique donc que si l'arrivée de ces navigateurs sur Képri a été connue de leur service, c'était forcément parce qu'ils le souhaitaient. Ils avaient la main. Faut-il en déduire quelque chose quant à l'imprécision autour de leur départ éventuel? Il n'en sait rien. Bermil soumet alors à Amélie le vieux portrait robot de Drur que l'espion connaissait forcément. Des clones de ce type? Non, ça ne lui dit rien. Bermil remercie Amélie pour son travail. Il faut qu'il continue à ouvrir l'œil car les relations sont plus que jamais tendues entre la maison Ptolémée et la guilde. Des troubles sont à craindre, et peut-être très vite. Qu'il se fasse discret, Iapetus Barris ne doit rien savoir de tout cela, mais les informations sensibles doivent atteindre Bermil au plus vite. Alors que Bermil se levait pour s'en aller, Amélie l'interrompt. Il y a une dernière chose à lui dire, qui allait faire l'objet d'un rapport, mais puisqu'il se trouve ici... Il avait demandé à ses services de le prévenir de toute information concernant une certaine Nadia Mortensen, troubadour impériale. Ils ont appris il y a 2 heures à peine qu'elle a été vue sur la lune de Képri. Amélie ne sait pas où elle se trouve, elle a seulement été signalée à l'enregistrement. Peut-être est-elle toujours sur la lune, ou bien peut-être elle peut avoir déjà gagné Gamenoot 4. Bermil en prend bonne note et remercie à nouveau son agent. Chapitre 4. Au rapport. Nemeth a bien profité de ces quelques heures de sommeil, elle en avait grand besoin. Mais elle ne peut pas lézarder pour autant. Sitôt réveillée, elle contacte Bermil sur son communicateur privé, qu'il la rejoigne dans ses quartiers. Ils évitent d'en dire davantage car ce n'est pas le moyen le plus sécurisé de converser, tout particulièrement sur Képri à vrai dire. Le maître assassin se trouvait non loin, sortant juste de son entrevue avec Amélie, et se rend aussitôt auprès de la noble sœur de son maître Hippouer. Bermil fait à Nemeth un rapport exhaustif sur ce qu'il a appris. Nemeth engage le maître assassin à s'entretenir au plus tôt avec cette Nadia Mortensen, qu'il apprécie visiblement beaucoup. Elle est anxieuse de savoir ce que la maison Corino a à dire concernant les affaires de Gamenoot 4. Bermil explique qu'elle avait, semblait-il, bien pris la mesure de ce que la situation était très inquiétante. Elle a quitté la planète pour en faire part en haut lieu, et sans doute a-t-elle effectivement des choses à leur dire. Nemeth est particulièrement intéressé en outre par l'idée que ces 2 mystérieux émissaires de la guilde auraient pu délibérément faire en sorte que l'information concernant leur présence sur Képri atteigne la maison Ptolémée, par-dessus les filtres de Iapetus Barris. Faut-il en déduire des dissensions dans les rangs mêmes des navigateurs? Difficile d'en dire plus pour l'heure, mais dans tous les cas, et tout d'abord en ce qui concerne les cargaisons suspectes, il faut s'entretenir avec Ren Cassoris. Ils s'y rendent ensemble. Chapitre 5. D'autres rapports, d'autres plans. Le discours prononcé par Hippouer a été diffusé, mais il est bien trop tôt pour en calculer l'effet. Le Siridar Baron, qui a lâché l'affaire concernant les rapports de Vat Hiles, revient à des tâches pour lesquelles il se sent plus compétent. L'organisation des secours et des camps de réfugiés. D'abord, accueillir El Moulouk. Il fait le tour des installations et constate que les choses se passent plutôt bien, surtout au regard du nombre démesuré de sans-abri dans ces quelques jours suivant immédiatement la catastrophe. Les troupes, bien gérées par Kia Soter,
effectuait un bon travail, et aucun trouble de véritable ampleur n'a été signalé. Les agitateurs, qui s'étaient montrés si menaçants au moment même de la catastrophe, ne font plus entendre parler d'eux, la tendance est plutôt à l'abattement. Dans les îles Saliha, la situation est plus délicate. Quelques rares survivants ont été secourus, mais les pertes se chiffrent bien en dizaines de milliers. Par ailleurs, on ne peut pas héberger les rescapés sur place, tout a été détruit. Il faut donc les évacuer ailleurs. Caïr el-Molouk a déjà bien assez de soucis comme cela, les destinations privilégiées sont donc Héliopolis, au premier chef, loin devant, Memnon autrement. Hippouwer sait aussi ce qu'il en est de son devoir de gérer les aspects religieux de la crise. Il enjoint le culte épiphanique du Loa Osiris, via le grand prêtre Sephis Mersenaki, à faire en sorte que cercueils et bateaux des morts pour la prochaine grande fête d'Osiris soient fournis gratuitement aux familles des victimes, ce qui représente des sommes non négligeables. Mais en fait, ce n'est pas le domaine du seul culte officiel, ainsi que le grand prêtre en fait aussitôt la remarque. Il faut traiter directement avec la maison mineure Menkara, qui dispose du pouvoir sur la vente de biens cultuels, ce qui inclut, entre autres, les cercueils et les bateaux des morts. Hippouwer va s'en charger, cela fait bien trop longtemps qu'il reporte sans cesse une entrevue avec Soti Menkara. Hippouwer compte de toute façon dresser un bilan du comportement des maisons mineures suite à la catastrophe, et notamment de cette folle de Baïti Arat. À Caïr el-Molouk, il a pu constater que plusieurs de ces maisons, et pas seulement les Nahab directement contactés à cet effet par ses soins, se sont impliquées dans l'affaire, souvent d'elles-mêmes, et de manière assez efficace. Concernant les maisons marchandes, les Abd Amelek, qui ne sont rien d'autre qu'une façade de manière générale, ont joué ce rôle de façade. Sudi Abd Amelek a fait étalage de sa fortune, intervenant de manière très voyante pour faire la démonstration de sa charité. En fait, son aide est restée parfaitement dérisoire. Ngozi Nahab, qui en attend des revenus conséquents, a quelque peu précipité les choses, devançant les besoins établis par les services des Ptolémées avec une efficacité admirable, en fournissant essentiellement des moyens d'hébergement d'urgence pour l'heure. La maison Soris ne s'est guère impliquée, elle est basée sur Képris, ce n'est littéralement pas son monde. Ils ont fourni cependant un peu de matériel technologique au service de secours, des communicateurs, ce genre de choses. Difficile pour eux d'en faire davantage. La maison Menkara a joué le jeu au travers de son monopole sur la vente de biens cultuels, rien de très utile dans l'immédiat. Il faudra voir donc pour les cercueils et les bateaux des mœurs. Pour l'heure, cela tient quelque peu de la vente de cierges à prix bradé. Ce n'est pas pour autant sans impact. Au lendemain de la catastrophe, la population de Gemnout IV est portée à faire la démonstration de sa foi. La religion est plus que jamais un refuge. La maison Satanissi, dont le domaine est la diplomatie, n'a guère de choses à faire dans cette situation, mais à l'initiative d'Abali Saba, elle a cependant mis en place des cellules d'assistance juridique gratuites pour traiter avec les assurances, etc. Pour ce qui est des maisons mercenaires, la maison Sebek n'a pas pris l'initiative d'agir de quelque manière que ce soit. Sekanenra Sebek, mercenaire jusqu'au bout des ongles, n'est pas du genre à faire quoi que ce soit tant qu'on ne le paye pas. Nul doute cependant que, si la maison Ptolémée débloque des fonds à cet effet, les Sebek interviendront, et en l'espèce ce serait sans doute d'une utilité cruciale. Hippouwer en avait parfaitement conscience et va voir ce qu'il est possible de faire à cet égard. Il charge son conseiller Mentat, Anibas VII, à peine remis de son gel du Mentat, mais plutôt confiant en l'espèce, de réfléchir au coût de cette association qu'il suppose plus que jamais nécessaire et urgente. Car reste le cas à part de la maison Arat, dont il se méfiait tout particulièrement, et à bon droit. Elle ne fait quant à elle absolument rien pour arranger la situation, bien au contraire. En fait, c'est en son sein que l'on trouve encore des agitateurs actifs qui ne cessent de blâmer la maison Ptolémée pour des torts réels ou imaginaires, lui imputant la responsabilité du drame, en raison sans doute de son impiété fondamentale. Le culte épiphanique de Loa Osiris ne joue bien sûr quant à lui pas du tout de cette carte, il est soumis aux Ptolémées. En fait, Baïti Arat charge tout particulièrement la barque en ce qui concerne Német, dont elle fait la grande responsable de tout ça. C'est que la secte très présente au sein de la maison mineure, qui met en avant le culte d'Isis, évolue sous l'impulsion de la dirigeante fanatique. Plus rares désormais sont ceux qui identifient Német à Isis et en déduisent que la meilleure union matrimoniale pour Hippouwer serait avec sa propre sœur. Baïti Arat, prise de folie des grandeurs, est parvenue à infléchir la doctrine dans le sens du courant minoritaire il y a peu encore, qui considère qu'elle doit elle-même endosser le rôle d'Isis. Német, femme détestable pour son incroyance, est clairement une rivale aux yeux de la dirigeante. La secte ne semble pas avoir pris véritablement en dehors de la maison Arat, mais il est assez difficile de déterminer sa portée exacte. Sans doute s'est-elle avant tout développée à Nar el-Abid, et la catastrophe si récente a déjà enhardi Baïti Arat et ses partisans. Approcher les Sebek n'en demande que davantage de discrétion. Anibas VII en a bien conscience. Si la maison Arat a vent d'une importante transaction entre les Ptolémées et l'autre maison mercenaire, elle ne manquera pas de réagir. Hippouwer prend bonne note de tout cela. La situation concernant la maison Arat est préoccupante, mais sans doute faut-il commencer par s'entretenir avec Soti Menkara.
Le Siridar Baron sait cependant qu'il n'est pas le plus habile des négociateurs et songe à s'adjoindre les services de son ami Labaris Setanissi pour discuter avec la commerçante de biens cultuels. À moins de laisser Nemeth s'en charger. Dans un tout autre domaine, Hippoware songe à constituer un dossier d'ordre stratégique, incluant cartes, etc., sur la lune de Képri, afin de réfléchir à des possibilités d'action sur place, pour rendre l'appareil à Iapetus Baris, sinon à la guilde dans son ensemble. Ou débarquer des troupes, ou attaquer, qu'est-ce qu'on pourrait faire sauter, ce genre de choses. Mais c'est une initiative totalement personnelle. Il ne demande à personne de chercher les renseignements pour lui, et ne compte en parler à personne, pour l'heure en tout cas. Pas même Nemeth dans l'immédiat, même si Hippoware suppose qu'il faudra bien lui en parler à terme. Toutefois, pareille entreprise prendra d'autant plus de temps, et pour un résultat douteux. Par exemple, les plans dont disposent les Ptolémées ne sont probablement pas réactualisés. Il est peu ou prou impossible de savoir ce que la guilde a conçu comme infrastructure sur la lune de Képri depuis sa cession en tant que marché franc en l'an 4482, c'est-à-dire il y a plus de 5000 ans. Pour en savoir davantage, il faudrait se livrer à une entreprise d'espionnage conséquente, ce qui va contre les principes qu'Hippoware s'est lui-même fixés. Mais peut-être d'autres approches plus subtiles pourraient-elles porter leurs fruits, par exemple en réfléchissant aux procédures de quarantaine du marché franc. Se pose aussi la question des vaisseaux qui pourraient être employés à cet effet. La maison Ptolémée s'est tout naturellement reposée depuis des millénaires sur les vaisseaux d'interface de la guilde, qui sont par essence hors concours. Construire des vaisseaux à cet effet, selon le principe applicable partout ailleurs, voulant que les vols orbitaux soient du ressort des maisons, la guilde n'intervenant normalement que pour les trajets interplanétaires et surtout interstellaires, n'est pas inenvisageable. Mais ça serait coûteux, dans les moyens cependant de la maison Ptolémée, à condition toutefois d'immobiliser des fonds conséquents. Et par ailleurs, ça serait plus que suspect. Chapitre 6. Les enjeux sur Gemnoot 4. Nemeth et Bermil rendent visite à Raen-Cassoris, au siège de la maison mineure, sur la lune de Képri. À son habitude, il le reçoit dans son bureau, protégé par un code de silence, sans faire de manière. Il est courtois mais sans flagornerie. Nemeth se montre direct. Elle a besoin d'informations car les événements récents sur Képri et sur Gemnoot 4 demandent à être interprétés avec une certaine assurance. Raen-Cassoris a eu vent de l'arrivée des 2 navigateurs sur le marché franc? Oui, mais il n'a pas été en relation avec eux. Ils ne se sont entretenus qu'avec Iapetus Baris. Ils sont restés au moins quelque temps encore après cela. Ils ne sont de toute façon pas en mesure de déambuler incognito dans les rues. Mais c'est comme s'ils s'étaient livrés à une inspection du marché franc pendant quelques jours. Plus de nouvelles depuis, mais Soris n'ose rien en déduire. Ils ont pu partir ou simplement ne pas se montrer. Bermil mentionne ouvertement son agent Aménie, qui supposait que les envoyés de la guilde avaient délibérément fait en sorte que la maison Ptolémée soit au courant de leur venue. Raen-Cassoris est-il de cet avis? Ce dernier a un temps d'arrêt, il prend le temps de calculer, car tel est son mode de fonctionnement. Au bout d'un moment, il concède que cela paraît plausible, et même probable. Ils auraient pu arriver en toute discrétion. Il est difficile de sonder leurs intentions. Peut-être était-ce un appel du pied à la maison Ptolémée, voire à Nemeth plus précisément. Ou, en prenant les choses à l'envers, peut-être s'agissait-il seulement de mettre la pression sur Iapetus Baris. Mais, de son propre aveu, Soris n'est pas un fin politique, ni même un fin psychologue. Bermil, cependant, interroge Raen-Cassoris sur ce qu'il pourrait savoir concernant les relations, des dissensions éventuellement, entre la guilde spatiale et le Bene Tleilax. Mais le vieux commerçant manque bien trop d'éléments. Les 2 entités sont par essence secrètes, les informations insuffisantes pour déterminer quoi que ce soit avec un semblant d'assurance. Le maître assassin évoque aussi le retour du troubadour impérial Nadia Mortensen, mais ce n'est pas vraiment du domaine de Raen-Cassoris, simple commerçant. Bermil revient alors à des considérations davantage dans la partie de Raen-Cassoris. A-t-il découvert de nouvelles cargaisons inhabituelles? Aménie lui a parlé de matériel technologique de pointe qui aurait transité par Képri puis disparu, peut-être à destination du continent interdit. Le commerçant y avait prêté attention suite aux découvertes récentes dans l'espèce. Les employés de la maison mineure Soris, s'ils sont avant tout des marchands, se doivent, du fait des attributions de ce commerce bien précis, d'avoir des connaissances technologiques notables, et même plus que ça. Parfois, cependant, ils ont à s'occuper de produits dont ils ne comprennent pas très bien le mode de fonctionnement, voire le but. C'est problématique. Il y a une semaine de cela environ, un de ces hommes lui a bien mentionné une cargaison dont ils ont très vite perdu la trace ensuite, faute de s'être montré assez discret sans doute. Pas des pièces détachées, mais bien un produit fini et de taille, des sortes de cuves cylindriques. Une seule a été vue à proprement parler, mais la cargaison semblait impliquer plusieurs objets comparables, un nombre indéterminé toutefois. Des cuves donc d'un diamètre de 1,50 m et de 3 mètres de haut, à peu près. L'employé n'a pas pu faire de relevé précis. Avec des espaces en bas et en haut réservés à des instruments de mesure et de contrôle impliquant une technologie extrêmement avancée, tandis que les 2 mètres restants entre les deux évoquaient une sorte d'aquarium avec leurs grandes vitres.
Des mécanismes divers semblaient servir à effectuer des injections, au moins de gaz ou de liquide dans l'ensemble de l'habitacle, mais avec aussi des dispositifs peut-être médicaux et plus précis. Mais il n'a donc pas été possible d'en apprendre davantage. Ces cuves ont presque aussitôt disparu. Entendre par là, et Ryan Cassoris le souligne de lui-même, que cette cargaison n'a pas disparu entre Képri et Héliopolis, mais sur Képri même. Aucune idée d'où elle se trouve maintenant. Peut-être sur Gemnoot 4, oui, ou encore sur Képri. Il concède même qu'elle pourrait très bien se trouver, tout simplement, dans un autre entrepôt appartenant à sa maison mineure. Égarer quelque chose n'est pas si difficile. Des bordereaux trafiqués peuvent suffire à susciter la confusion à l'espèce. L'aiguille dans la botte de foin. Une fois l'aiguille trouvée, si cela se produit, la déplacer dans la botte voisine revient à la rendre à nouveau indétectable et il faut tout recommencer du début. Bermil suppose qu'il faudrait renforcer la surveillance de manière générale. Il s'adresse à Nemeth, mais c'est Ryan Cassoris qui lui répond. C'est compliqué, maître Bermil. Nous parlons d'un volume considérable de marchandises. La guilde sait tout ce qui transite. Peut-être. Mais la maison Soris a beau avoir un rôle d'interface. Je ne suis pas naïf au point de prétendre savoir tout ce qui passe par Képri. Bermil songe aussi à mettre en place un observatoire sur la Lune pour garder à l'œil le continent interdit sans avoir à recourir à des vols orbitaux suspects comme celui auquel s'était livré le docteur Sugvatails. Il s'en ouvre devant Ryan Cassoris, en qui il a confiance. Mais Nemeth aimerait aborder un autre sujet avec Ryan Cassoris, un sujet qui pourrait lui paraître étrange. Mais, d'après lui, avec son expérience du commerce interstellaire, qu'est-ce qui, sur Gemnoot 4, pourrait représenter un enjeu de taille pour des entités telles que la Guilde spatiale ? Comme souvent quand on lui pose la question de cet ordre, Ryan Cassoris se fige littéralement, le temps de bien évaluer la situation, afin de se livrer à quelques calculs. L'atout de Gemnoot 4, si l'on s'en réfère à l'histoire de la planète telle qu'elle est narrée dans la littérature impériale, a fortiori depuis l'établissement du marché franc de Képri, c'est qu'elle est très bien placée sur les routes commerciales interstellaires. Cette position particulière en fait un lieu de passage propice aux échanges de toutes sortes, et, comme Nemeth le sait très bien, éventuellement des échanges en délicatesse avec les préceptes butlériens. Nemeth envisage avec lui les atouts potentiels à cet égard du continent interdit. Le problème ici, c'est justement ce tabou qui fait qu'on n'en sait presque rien. Il s'y trouve peut-être des ressources de valeur, et la guilde le sait peut-être, mais qui d'autre ? Ryan Cassoris bloque encore un instant, mais reprend la parole au moment même où Bermil commençait à le relancer. La question n'est peut-être pas que commerciale. Chercher des ressources de valeur dans le continent interdit serait alors un leurre. Car, d'un point de vue stratégique plutôt que commercial à proprement parler, le fait que le continent interdit soit, interdit, cela pourrait constituer un atout. Le maître assassin acquiesce. On leur a fait comprendre que cet interdit avait été calculé il y a des millénaires de cela pour servir à un dessein inconnu, ce qui est plus qu'inquiétant. L'importance de Gemnoot 4 dépasse visiblement l'entendement de la maison Ptolémée, et les enjeux se situent sans doute à une échelle bien plus large, peut-être même celle de l'impérium entier. Nemeth se demande d'ailleurs si des installations semblables à la lune de Képri sont monnaie courante ou si le cas de Gemnoot 4 est vraiment spécifique à cet égard. Ryan Cassoris suppose que c'est particulier ou même rare, sans être pour autant vraiment exceptionnel. Bermil s'interroge sur les ressources qui ont le plus de valeur pour la guilde, ce qui inclut bien sûr l'épice, ou d'autres choses encore comme le comorium, minerai très rare, indispensable à la conception des longs courriers. Mais, à l'évidence, aucune de ces choses n'est véritablement liée à Gemnoot 4, et même le rapport particulier de la maison Ptolémée à la technologie de pointe ne représente sans doute pas grand-chose pour les navigateurs. La technologie guildienne est, de toute façon, incomparablement supérieure. Bermil est pour le moins frustré par cette réponse. Chapitre 7. Le pouls des invités. Hippouer suppose qu'il est de son devoir de s'enquérir de la situation de ses invités rassemblés au relais de chasse de Darius. Il s'entretient d'abord avec Natifa, la militaire affectée par Nemeth à la direction des opérations sur place, qui assure que tout se passe bien, même si certains invités commencent à se plaindre de cet exil. Il est vrai qu'elle a interprété strictement les consignes de Nemeth. Rien n'arrivait à Darius, rien n'en partait. La question du rapatriement est bien la principale qu'il leur faut discuter. Un plan a été élaboré pour y remédier dans les meilleures conditions. On va progressivement permettre à ces invités de quitter le relais de chasse dès l'instant que les autorités militaires donnent leur feu vert pour permettre davantage de souplesse. Mais Hippouer, sans vouloir entraver leur liberté de circulation, aimerait les revoir avant qu'ils ne quittent la planète. Certains ont bien mentionné qu'ils comptaient le faire au plus tôt. Pour l'essentiel, pas des personnalités de premier ordre. Parmi ces individus, on compte toutefois des natifs de Gemnoot 4 que l'ambiance pesante de ces derniers temps incite à se mettre au vert. Mais Hippouer dispose d'une autre source pour envisager l'ambiance au relais de chasse de Darius. Son maître de cour mande un office d'Arwishi, et qu'importe si Nemeth ne peut pas le sentir. Toutefois, il ne fait guère que confirmer les informations de Natifa. L'indécision règne sur place, et la mauvaise humeur commence à remplacer la peur.
Le Sheridan Baron hésite en fait à se rendre lui-même à Darius, d'autant que Cair el-Molouk, ravagé par le cataclysme, avec ses bâtiments en ruine et ses immenses camps de réfugiés, n'offre pas exactement la meilleure des vitrines touristiques pour ceux qui devraient y revenir sous peu. Német rentrant bientôt à la capitale, peut-être Ripouer pourrait-il s'en absenter brièvement? Rien n'est encore décidé, mais il y songe, d'autant plus en fait que Clotilde Philidor est sur place. Peut-être pourrait-il se faire accompagner d'Anisehan, que les deux cousines se retrouvent. Le protocole le justifierait assez. À suivre.